tout est grâce et lumière et beauté. Et beauté, et beauté. Non, ne mets plus jamais les pieds dans cette ville, cowboy, ou tu auras affaire à moi, tu m'entends? Voulez-vous vite éteindre tout ça, bande d'inconscients? Oh. C'est de cette façon que vous travaillez pour le développement durable? Toute cette énergie gaspillée, alors qu'elle va peut-être bientôt nous manquer. Oh bah, on n'a pas fait attention. Vous avez raison, maestro. Ouais. Pardonnez-nous. Bah ouais. On était tellement pris par notre sujet. On parle beaucoup en ce moment des énergies fossiles qui sont en voie d'épuisement. Alors, on essayait de s'informer. Ce qui serait bien, maestro, c'est que vous nous expliquiez l'origine de l'énergie. Et pourquoi elle risque de manquer. Voilà qui nous aiderait beaucoup. N'est-ce pas? Oh, bah, il suffit de demander. Et venez au salon, on va parler de tout ça. C'est notre astre, le roi soleil, qui est source non seulement de toute énergie sur Terre, mais aussi de toute vie. Avant même de le comprendre, l'homme se tourna instinctivement vers ce qui lui semblait le plus naturel. Mais nous allons visionner tout cela, ce sera plus intéressant. Nous retournons 500 000 ans en arrière, s'il vous plaît. Alors, c'est fini, ces plaisanteries? J'ai dit 500 000 ans, pas 150 millions d'années. Oh. La première utilité du soleil. Réchauffer le vivant. Donner des forces à l'homme. Car la première de ces énergies sera celle de ses muscles. Puis il y aura cette autre énergie, celle du feu. Et voilà le feu maîtrisé. Il permettra d'utiliser l'énergie accumulée dans le bois. Et viendront d'autres formes d'énergie. Le propulseur, qui va démultiplier la percussion de la lance. L'énergie animale, qui va permettre de labourer à moindre effort. Le vent, qui va faire avancer les navires. Tourner les moulins à eau et arroser les champs. Non, j'allais oublier. Vers 200 ans avant notre ère, un petit malin, il s'appelait Archimède, trouva un moyen inédit d'utiliser le soleil. Lors du siège de Syracuse par les navires romains, il met au point des miroirs paraboliques qui vont mettre le feu aux navires ennemis et les tenir en échec pendant 3 ans. Dès le début de notre ère, les moulins à eau deviennent de véritables usines. Tout ce travail pour rien. Ça marchera jamais, votre truc. Vous croyez ça? Hein?
voyez bien que ça marche. Le 19e siècle sera un siècle de progrès fantastique. Dès 1829, le gaz naturel va permettre d'illuminer la rue de la Paix à Paris. Il permettra le chauffage domestique et la cuisson des aliments. Dès 1880, tout cela s'accélère. Omnibus à attelage, à vapeur, la locomotive Rocket de Stephenson et son wagon. Oh, génial ce petit train, on se croirait à la fête foraine. On peut y aller. Je disais donc... Ah oui. Et voici une nouvelle forme d'énergie. L'électricité. Edison invente la première lampe à incandescence. Puis ce sera sa grosse dynamo. Enfin, il construira la première usine de production d'électricité. En peu de temps, des centrales alimentées par des barrages vont permettre de produire de l'énergie électrique à grande échelle. Et grâce aux câbles à haute tension, cette énergie pourra être transportée sur de longues distances. En quelques années, l'électricité va conquérir le monde. 1859, le pétrole va jaillir aux États-Unis. Et ce sera une autre révolution dans le monde. Quelques années plus tard, messieurs Benz et Daimler vont inventer la voiture à essence. On peut aller voir. Oh, s'il vous plaît, maestro. Trop cool, hein? Ouais. Allons voir ça de plus près. Je parie que ça va mal finir. Attention, mais qu'est-ce que vous faites? Rendez-nous! Rapportez-nous le Arrêtez! On va les attraper! Il faut nous payer ça! Qu'est-ce qu'on fait? Grâce à Ford, la voiture va se populariser. Les travaux des champs vont se mécaniser. Dans les villes aussi, grâce à l'électricité, les tâches pénibles vont se trouver allégées. Entre autres, l'ascenseur permettra de ne plus monter les étages à pied. De la sorcellerie, l'œuvre du diable, diront certains esprits bien pensants. Et n'oublions pas le charbon, qui permet de faire avancer les trains. Et aussi de chauffer les maisons. Vous imaginez tous ces changements en quelques petites décennies. Et ce n'est pas fini. Car un jour, en cette fin de siècle, une dame, une certaine Marie Curie... Oh, Pierre, viens voir. Regarde. C'est du radium. Il émet de la radioactivité. Donc, de l'énergie. ce sera l'atome, une découverte et une nouvelle source d'énergie dont on ne mesure pas encore toute l'importance, l'énergie atomique. Hein? C'est quoi l'énergie atomique? Oui, expliquez-nous, ça semble tellement important aujourd'hui. L'atome, comme ces petites mûres que vous voyez là, est composé de très nombreuses particules, les neutrons et les protons. Lorsqu'un neutron frappe un atome d'uranium, il provoque la fission nucléaire. Regardez, le neutron frappe l'atome qui se casse, libérant une forte énergie et émettant d'autres neutrons, qui vont frapper à leur tour d'autres atomes, provoquant alors une réaction en chaîne qui va libérer une énergie énorme.
Voyez, en 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique. 1 gramme d'uranium produit autant d'énergie que 3 tonnes de charbon. Et des centaines de centrales atomiques seront construites de par le monde pour produire de l'électricité. Rien ne semble devoir arrêter cette course à l'énergie. Toujours plus. L'énergie mise à la disposition de l'homme et utilisée par lui sera multipliée par 100 en un petit siècle. L'homme, malheureusement, n'a pas su prévoir les conséquences de cette course à l'utilisation de ces énergies fossiles. Il réchauffe la planète par l'effet de serre et comme je vous l'ai expliqué, le voilà sur le point de les avoir épuisés. Oh, de la magie. Mais Maestro, je ne comprends pas. L'énergie atomique, elle ne produit pas d'effet de serre. En effet, mais elle pose d'autres problèmes. Nous allons en parler. Hein? Oh. Bienvenue. Oh, vous ne serez pas de trop parmi nous. Oh là là, il semble qu'on parle ici de choses bien sérieuses. Oui, on parle de l'énergie nucléaire. Chacun doit donner son opinion. Mais c'est un sujet passionnant. Et il paraît que ça cause des problèmes. Oui, et des problèmes pas faciles à résoudre. Nous allons les examiner ensemble. Avez-vous des questions, les enfants, des suggestions? L'atomique, faut supprimer tout ça. Oh, ce n'est pas aussi simple, et ce sera là le cœur de notre débat. Un exemple, pour remplacer 3 réacteurs nucléaires, il faudrait une éolienne tous les 100 mètres tout au long de nos 3200 kilomètres de côte. Et tout le monde n'est pas d'accord. Il y a quand même le problème des déchets nucléaires. Il paraît qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et le temps de leur nuisance peut être très long. Ah, tout cela est vrai, on ne sait pas trop. Alors, on panache, on recycle, on vitrifie, on bétonne. On creuse des galeries à 500 mètres sous terre. On en fortifie les parois. On perce des alvéoles, et tout cela pour mieux stocker les déchets les plus radioactifs. Et c'est là, sans doute, la moins mauvaise solution. Vous avez dit à 500 mètres? On peut aller voir, ça serait chouette. Attends un peu. Les Américains vont faire des puits de 5000 mètres. Ce sera encore plus chouette. Mais ces petits grammes ont une durée de nuisance qu'on ne connaît pas. 1000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années. Comment vont-ils vieillir, ces déchets? Même bien emballés pendant de telles périodes. Qui peut le savoir? Il y a un autre danger. C'est de voir des terroristes s'emparer de matériaux excessivement dangereux. Tu vas trop au cinéma? Ah oui? Et combien de matériel militaire a-t-on vu disparaître? Et il serait catastrophique qu'un fou puisse utiliser la puissance nucléaire à des fins militaires. N'oublions pas le désastre causé par la bombe atomique lâchée sur Hiroshima en 1945. Oh, mais on n'en est pas là. Il y a des gendarmes internationaux. Et aujourd'hui, 189 pays ont signé la Convention de non-prolifération de l'arme nucléaire. Et cependant, on a trop tendance à confondre le nucléaire militaire avec le nucléaire civil, celui des centrales. Il y a le problème de la sécurité des centrales. Un accident est toujours possible. Oui, c'est vrai, mais de multiples systèmes de sécurité se superposent. Et selon les spécialistes, la possibilité de rupture d'un élément est de 1 tous les 10 000 ans. Mais il y a bien eu Tchernobyl, et ça ne fait pas 10 000 ans. En effet,
Mais ça a été une faute humaine et non pas matérielle. Il n'empêche, si cela devait se reproduire... D'accord, il y a toujours un risque, mais il y a plus de 400 centrales dans le monde depuis plus de 20 ans. Et il n'y a eu qu'un seul Tchernobyl. C'est un de trop. Il a été de taille. On voit bien qu'il y a là pas de risque zéro. Mais si on en prend un spécialiste, l'énergie nucléaire est moins dangereuse que l'automobile. Et les surgénérateurs de la nouvelle génération vont être, paraît-il, encore plus sûrs et produiront bien plus d'énergie. Parce qu'on va construire de nouvelles centrales? Je croyais que la plupart des pays y avaient renoncé. Eh oui, sauf deux, et non des moindres. La Chine et l'Inde. Et la Pologne, et l'Afrique du Sud, et la Corée, et l'Iran. Je me demandais aussi ce qu'on allait faire des centrales qui arrivent en fin de carrière. Oh, on les arrêtera plus tard, de plus en plus tard. Mais pourquoi, maestro? En vieillissant, elles deviennent plus vulnérables, non? C'est que, comme nous l'avons vu, les énergies fossiles vont venir à manquer. Et on sera bien obligé d'utiliser l'énergie nucléaire pour les remplacer partiellement en attendant les énergies renouvelables. Ah, c'est quand même là une énergie peu polluante. Voulez-vous connaître l'opinion d'un de ces technocrates? L'énergie nucléaire est en voie de devenir essentielle vu le déclin des autres sources, le stockage des déchets, le démantèlement des usines hors service. Nous savons résoudre ces problèmes où il est raisonnablement certain que nous saurons le faire bientôt. Que pensez-vous de l'expression « il est raisonnablement certain » quand il s'agit d'un domaine aussi grave que celui-ci? Alors, que faut-il faire? Je vais laisser le professeur Charpak, prix Nobel de physique, vous répondre. La sécurité en ce domaine est trop importante pour la laisser aux spécialistes qui ne demandent qu'à y croire. Un organisme international, indépendant de tout pouvoir, doit être chargé de la sécurité du nucléaire civil. Seulement à cette condition, nous pourrons dormir tranquilles pour nos enfants. Bien, laissez-moi vous complimenter, les enfants. Je vous ai trouvé très bien informés sur les problèmes complexes de l'énergie nucléaire. Bravo. Voilà de quoi faire un bel article, n'est-il pas vrai? Ça ne va pas être simple à expliquer, tout ça. Et encore, on n'a pas parlé de l'avenir dans ce domaine, du réacteur ITER et de la fusion. Eh bien, fiston, tu es encore plus calé que je ne le pensais. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc, la fusion? Oh, c'est un énorme pari que la fusion atomique. Mais ça n'est pas ce qu'on a déjà fait. Bon, je vais vous expliquer la différence. Contrairement à la fission que je vous ai déjà montrée, où un atome bombardé se brise et où cette réaction va se poursuivre en chaîne, dans la fusion, deux atomes fusionnent sous l'effet d'une chaleur intense pour donner naissance à un seul atome bien plus lourd qui va libérer une énergie sans limite. Une énergie bien plus propre et à moindre risque. Grâce à cette technique, un verre d'eau donnera autant d'énergie qu'un baril de pétrole. Mais alors pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Oh, c'est qu'il y a encore un petit problème à résoudre. La chaleur nécessaire à l'opération est celle du soleil. Et de créer en centrale une chaleur de 50 à 100 millions de degrés. Ce n'est pas aussi simple que cela. 100 millions de degrés? Ils s'en foutent, ces gens, ou quoi? Mais non, on a déjà réussi à le faire. Mais pendant 1 seconde seulement. Et il en faudrait 400, soit 7 minutes pour que l'effet agisse. Et vous croyez que ça marchera un jour? Oh, peut-être. Mais pas avant des dizaines d'années de travail de milliers de scientifiques. Et ça coûtera cher. Oh oui, très cher. Mais c'est là un projet international et un défi sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Voyez l'échelle et avouez que c'est excitant pour l'homme que de concevoir des matériaux qui asservissent la chaleur des étoiles. Et en cas de réussite, une énergie illimitée sans utilisation militaire. Bon, il est probable que les difficultés ne vont pas manquer. On ne pourrait pas mieux utiliser tout cet argent? Parce que produire la chaleur du soleil, il faudra le faire. Moi, je verrais bien une ceinture de panneaux photovoltaïques stationnaires à 36 000 km de la Terre.
Oh, la belle énergie que cela nous donnerait! Cette bonne blague à 36 000 kilomètres. Elle nous arriverait comment, cette énergie, hein? Par fil, peut-être? Ouais, un fil de 36 000 km de long. Elle arriverait par faisceau de micro-ondes vers des capteurs terrestres, comme les paratonnerres captent les éclairs. Vu? Bon, revenons sur Terre. Si nous avons bien évoqué ces énergies fossiles qui vont bientôt manquer, vous ne nous avez toujours pas expliqué pourquoi. Mais Pierrot, c'est élémentaire, voyons. Ah oui? Bon, je vous explique. Ce que l'on nomme l'énergie fossile, c'est celle qui provient des tremblements de terre qui, voilà des centaines de millions d'années, ont enfoui au plus profond de la Terre d'immenses forêts qui sont devenues au fil des millénaires charbon, gaz, pétrole. Or, à notre époque, l'homme consomme en un seul jour ce que la nature a mis 10 000 fois plus de temps à fabriquer. Ça ne peut pas continuer à l'infini. On s'aperçoit aujourd'hui que ces énergies sont en voie d'épuisement. Bah, on en trouvera d'autres. Ah, tu crois ça, toi? Depuis plus de 30 ans, les compagnies pétrolières les plus intéressées ont foré 40 000 nouveaux puits, et ce, sans grand résultat. 40 000, est-ce que vous vous rendez compte? Oui, l'homme s'est considéré comme le maître du monde, le pétrole lui fournissant 36% de son énergie. Le gaz, 26%. Mais tout ça, dans quelques dizaines d'années, c'est fini. Et bien fini. Pour le charbon, 25% de l'énergie, ce sera peut-être un peu plus long. Mais c'est là l'énergie la plus polluante, la plus sale. Le reste, c'est pour l'énergie nucléaire dont nous avons parlé. Et pour les énergies renouvelables. Alors, pour l'homme qui se voulait le maître, cela ne va pas lui être agréable que de devoir avancer au même pas que la nature. Et oui, c'en est bientôt fini des droits de l'homme sur la Terre. Nous arrivons à l'heure des devoirs. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il nous faudra consommer moins. Mieux utiliser nos possibilités. Un électroménager plus économe. Une industrie moins vorace. Tout cela existe déjà. Il faudrait moins de voitures. Il y en a plus que de conducteurs. Est-ce normal? Il paraît que l'hydrogène va apporter la solution à tous nos problèmes. Et nos savants européens vont bien trouver d'autres énergies renouvelables que celles que vous nous avez indiquées. L'hydrogène, les énergies renouvelables, nous en parlerons en détail la prochaine fois. Mais sachez déjà, les enfants, que vous allez assister, dans votre vie, à un véritable changement de civilisation. Et ça ne va pas manquer d'intérêt, vous verrez, vous verrez.